Là. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Avec vous, le professeur Soumaya Dlimi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Hassan II de Casablanca. Je me fais le plaisir de vous accompagner ce semestre pour le module Management S2. Vous trouverez l'ensemble de mes cours Management S1, Management S2 sur ma chaîne privée YouTube. Donc bienvenue à toutes et à tous, que vous soyez mes étudiants ou que vous soyez des étudiants d'autres professeurs. Il n'y a aucun souci, vous êtes les bienvenus, nous avons le même programme d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, nous sommes toujours au chapitre 3, d'accord? Processus de gestion, nous réfléchissons autour de la planification stratégique, autour du système, autour des objectifs, des missions. Et donc, vous remarqueriez avec moi qu'il s'agit aujourd'hui d'une réflexion dans le cadre de ce chapitre autour des meilleures approches, des meilleures démarches pour pouvoir arriver à un maintien des performances. Je vous emmène avec moi alors vers l'analyse des missions aujourd'hui. Prenez vos cahiers, prenez vos stylos, faites des synthèses, prenez des notes. On y va. Alors, l'analyse des missions au sein d'une organisation managériale. Comment va-t-elle se faire? Quelles seront ses caractéristiques et ses spécificités? Alors, si vous êtes futur cadre, futur manager, futur chef de projet, futur chef de mission, comment vous allez définir les missions justement que vous avez ou qu'on vous a confiées ou qu'il faudrait peut-être confier à votre équipe? Alors, regardez avec moi. La description des missions est une condition nécessaire à la fixation préalable d'objectifs. Vous vous rappelez, la séance précédente, j'avais donné, on va dire, une vision, une visibilité pour différencier entre but, objectif et finalité. Nous avions vu qu'il y avait quand même une différence. Et donc, avant de fixer vos objectifs individuels, il faudrait d'abord décrire les missions qu'il faudrait peut-être avoir au jour le jour ou des missions qu'il faut avoir chaque semaine, hebdomadaire. En tout cas, ça va être votre tableau de bord, qui sont eux-mêmes un préalable à l'entretien annuel d'activité. Bien sûr, lorsque vous allez être en face-to-face avec le comité de direction générale ou votre N1 ou votre supérieur hiérarchique qui va vous évaluer vos compétences, évaluer votre livrable, évaluer votre rendement annuel. Lorsque vous êtes en période d'éval, l'évaluation de fin d'année, eh bien, il faudrait exposer l'ensemble des missions que vous avez effectuées tout au long de l'année. On va dire, c'est donner une visibilité sur ce que vous avez pu atteindre, ce que vous avez pu déployer comme effort, quelles ont été les tâches et missions que vous avez pu faire. Et donc, ça va donner aussi la dimension, ça va donner une description de la dimension de votre action. Allez, on y va. Je vous emmène avec moi vers la suite. La définition alors des missions, c'est permettre à chacun de nous de savoir qui fait quoi. Comment fait-il cette action-là? Pourquoi est-il amené à déployer cet effort spécifiquement? Et pour qui doit-il donner des comptes? Donc, il dépend de qui est son supérieur, qui attend de lui un rendement. C'est donner la possibilité à chacun de nous aussi de savoir à quoi sert mon poste. Est-ce qu'il est stratégique, opérationnel, fonctionnel, terrain? Est-ce qu'il est en concordance ou en interaction avec d'autres postes? Est-ce qu'il avance? Il nous fait avancer. Est-ce que c'est lui le pionnier? Est-ce qu'il permet peut-être, puisqu'il s'agit de grands enjeux, il permet peut-être un avancement et un développement au continu? En tout cas, c'est la situation du salarié. Lorsqu'on va définir ses missions, on va connaître qui il est, quelles sont ses compétences, à quoi il sert, avec qui il faudrait qu'il puisse travailler et qui dépend de lui et il dépend de qui lui-même. Alors, une définition de mission efficace, doit faire ressortir en fait clairement ce qui est central, prioritaire et permanent dans le poste. Qu'est-ce que tu fais de façon centrale? En quoi consiste vraiment ton poste? Qu'est-ce qui est le plus prioritaire dans le cadre de tes missions? Et qu'est-ce que tu fais en permanence? C'est-à-dire quand on revient à toi, tu es une référence par rapport à quoi? Tu es spécialiste en quoi? Quel est ton champ de spécialisation? Et les questions clés pour définir les missions, c'est déjà pour définir les missions, il y a certaines questions qui doivent être posées déjà. Donc on va y réfléchir. Quel est l'intitulé de mon poste? Et je vous encourage déjà dans les entretiens de recrutement à demander vous-même cette question. Quel est l'intitulé exact de mon poste? Ça va vous épargner quoi? Qu'on vous voit comme étant polyvalent et qu'on puisse vous
exploité ou vous surexploité, puisque vous dites que vous êtes disponible, que vous êtes prêt à des challenges, il y a le risque, si votre poste n'est pas vraiment bien défini, qu'on puisse vous exploiter et donc on va vous dire, vous avez du talent, ben on va l'exploiter avec tout le monde. Donc chacun, il pourra vous solliciter pour une mission ou une autre. Par contre, si vous avez un intitulé exact de votre mission, de votre poste, donc vous avez une visibilité sur la fiche de poste, sur les missions que vous devriez exécuter et sur le salaire que vous allez percevoir. Quelle est la situation de la fonction? Est-ce qu'elle est stratégique? Est-ce que c'est vous qui allez gérer ou allez-vous être géré? Et quelles sont les missions majeures d'une unité ou d'un service? Je vais agrandir un peu. Sinon, je vais, juste pour que ça soit plus visible pour vous. Voilà, maintenant c'est plus visible. Et donc, quelles sont les missions majeures d'une unité ou d'un service pour justement se situer? Il s'agit en fait de se situer pour savoir j'ai quelle dimension d'action, avec qui et qu'est-ce que j'aurai comme challenge ultérieur. Alors, la suite de la réflexion. Quelles sont les missions majeures d'une unité ou d'un service? Là, on l'a vu. Que manquerait-il à l'organisation si ce service n'existerait pas? Donc là, on va essayer de réfléchir autour de l'importance réelle que requiert, on va dire, ce poste. Les articulations de la fonction, c'est-à-dire les liens hiérarchiques, que ce soit au niveau management transversal, donc à l'échelle horizontale, ou à l'échelle verticale vers le haut, donc vers les décideurs, ou à l'échelle verticale aussi, mais vers le bas, donc vers vos subordonnés. Quels sont les liens fonctionnels? Donc, et bien sûr, les priorités de la fonction, donc les finalités, les raisons d'être d'une fonction au sein d'une organisation. Il s'agit, comme je vous ai expliqué, chers étudiants, de se situer pour pouvoir être dans ce cadre, regarder toutes les spécificités dont je viens de parler, la rémunération, le cadre d'action, qui dépend de moi, je dépends de qui, quelle est, on va dire, la dimension de mon action et à quoi sert mon poste. On se pose encore des questions. Cela aussi va nous permettre, à travers cette réflexion-là, de mieux nous situer face à une équipe ou face à nos collaborateurs ou face à notre hiérarchie. Alors, on continue ensemble. Que manquerait-il à un service si on supprimait cette fonction pour savoir si elle est auxiliaire, si elle est juste agent de soutien, si elle est stratégique? Et qu'est-ce qui différencie ma fonction en tant que manager de celle de mes collaborateurs? Quels sont les secteurs clés de résultats? Donc, est-ce que ces résultats sont en lien étroit avec la finalité que nous avions dessinée la séance précédente? Ou est-ce que ces résultats sont uniquement à court terme, qui vont nous emmener vers d'autres objectifs, qui vont nous emmener vers la finalité? Donc, on se situe en fait. Sur quels critères majeurs est évaluée la réussite d'un manager ou de collaborateur? Et là, il faut vraiment être clair au niveau des indicateurs de mesure de la performance. Les missions spécifiques, existe-t-il une mission spécifique liée à la personne? Donc, pour savoir est-ce qu'elle est confiée, cette mission-là, à telle ou telle personne, ou est-ce qu'on peut collaborer, corroborer, travailler ensemble dans une symbiose et une complémentarité. Voilà. Donc, par rapport aux fixations des objectifs au sein des organisations, nous avions commencé 2 séances avant. Si vous ne les avez pas vues, revenez s'il vous plaît pour voir. Sur ma chaîne YouTube, elles sont disponibles. Les 2 séances qui nous donne une introduction par rapport à ce point-là. Pourquoi? La nécessité de manager par les objectifs. Nous avions déjà vu plusieurs démarches managériales. La psychologie de la peur, la motivation, se centrer sur le facteur humain. Nous avions vu se centrer sur les besoins, en tout cas tous les auteurs que nous avions découverts auparavant. Ils se demandaient la question comment manager, comment arriver justement à mener une équipe vers la performance. Parce que qui dit performance maintenue des équipes, une performance sociale de ce capital humain, dit impact positif sur le rendement et donc efficience, efficacité et performance financière de l'entreprise. Donc là, vous remarquerez avec moi que nous nous positionnons par rapport aux objectifs. Parce que beaucoup d'entreprises ont essayé et ça a réussi. Lorsqu'on fixe un deadline, un délai à une personne et on lui dit, voilà les challenges, vous avez 2 mois pour réussir ce challenge. Si vous le réussissez, vous avez peut-être 3 ou 4% de pourcentage pour vous. Vous allez peut-être avoir une mobilité interne ultérieurement. Vous aurez atteint vos objectifs. Et donc, vous n'êtes pas vraiment obligé de pointer chaque jour à 8 heures du matin, de quitter à 18 heures ou 19 heures. On ne va pas le limiter ni l'asphyxier quelque part
par ses règles ou ses frontières invisibles, mais on va beaucoup plus le lier à un certain rendement qu'il peut gérer lui-même. Donc, on va se retrouver avec des salariés qui restent au bureau le soir. Personne ne les a obligés à faire cela, mais ils choisissent eux-mêmes de rester le soir, d'emmener le travail avec eux à la maison, de pointer de temps en temps les week-ends. Il se gère lui-même, il arrive à une autogestion lui-même. Oui, tu lui as fait confiance, mais beaucoup plus. Tu l'as géré d'une façon, on ne va pas dire tu l'as manipulé, mais c'est une façon assez intelligente de mener l'autre à faire un travail, donc le savoir-faire faire, euh, en douceur, en lui clarifiant ce qui se passe, en lui clarifiant aussi les primes ou la rémunération qu'il aura. Le rendement X sera équivaut à X. Donc, vous lui fixez beaucoup plus un objectif, beaucoup plus que des horaires qui vont lui donner beaucoup plus cette sensation qu'il est commandé par vous. Vous lui montrez que lui-même commande son timing, lui-même commande son rendement et que lui-même, s'il arrive à atteindre ses objectifs, il aura atteint l'objectif voulu déjà. Et s'il n'arrive pas lui-même, donc il a fait une mauvaise gestion. Vous le responsabilisez en quelque sorte. Et l'utilité de tracer justement ses objectifs, de donner cette claire vision aux choses, elle est quand même primordiale. Vous savez, les objectifs, ils donnent un sens aux efforts. La personne, quand elle déploie un effort et qu'elle sait où elle arrive, elle sait où elle va. Donc, son effort est canalisé, il est concentré vers une direction. Et non pas on fait plein d'efforts et on est assez perdu, on ne sait absolument pas où va-t-on arriver. Donc là, lorsque nous sommes au collectif ou à l'individuel, vous le savez, les objectifs donnent un sens aux efforts collectifs et individuels. Ils correspondent à un besoin du corps social. Je reviens toujours à mon exemple sportif. Lorsque un coureur il est en train de courir dans un terrain, il fait un effort, oui ou non, mais sans objectif. Il est en train juste de courir. Oui, conditions physiques, respiration, souffle, parfait. Mais si ce joueur déploie cet effort et le canalise dans une team, dans une équipe de foot, avec un stratège, avec une tête pensante qui est le coach, et donc il va courir pour un objectif. Sa finalité, c'est gagner. L'objectif, c'est avoir 2 buts. Et son but le plus primordial aujourd'hui, c'est qu'il montre à tout le monde de quoi il est capable. Donc là, on va transformer l'effort fourni en chemin bien tracé. Donc, je sais où je vais. On a une équipe qui canalise ensemble, le collectif, son énergie, comme j'ai mis ici, aux efforts collectifs et individuels. Ils vont correspondre aussi aux besoins que nous ressentons ensemble. Donc, je m'intègre dans un corps social. Lorsque tu es dans une équipe au travail, et je parle souvent aussi des personnes qui n'aiment pas travailler en groupe, parce qu'il y a plusieurs personnes qui disent oui, j'aime pas vraiment, madame, travailler en groupe, c'est perte de temps, c'est différence. Ben oui, c'est cette différence qui va créer un sens. Je suis d'accord, exact. Ils nous font perdre de temps, mais peut-être c'est pour apprendre d'autres choses, peut-être que c'est pour apprendre aussi un peu de patience, peut-être pour apprendre le sens de négociation, peut-être pour développer ta communication. Tu ne peux pas être le maître de toi-même tout le temps. Apprendre à gérer l'autre et à se gérer. Et donc, ils permettent la réappropriation d'un pouvoir par la hiérarchie intermédiaire et la mobilisation des motivations de chacun. C'est clair. La délégation consiste à confier à quelqu'un la responsabilité d'un résultat. C'est ce que j'ai expliqué. Tu es responsable. Je ne t'oblige pas, mais tu veux évoluer, oui ou non. Tu veux une rémunération meilleure, oui ou non. Il va te dire oui. Ben voilà, je te manage par objectif. Je te donne cet objectif. Si tu y arrives, parfait. Tu auras tel et tel avantage. Si tu n'y arrives pas, tu as fait de la mauvaise gestion. Donc, la personne sera obligée de s'auto-motiver, d'être un auto-coach pour elle-même. Elle fera de l'automotivation. Elle se chargera elle-même de sa propre motivation. Vous ne serez pas obligé de rester derrière elle en train de faire du pilotage salarial. Dirigé par les activités, là, c'est un autre pôle, mais qui se rapproche, nous allons voir. Donc, regardez déjà, quand je parle d'activité, c'est une réalisation qui nécessite l'exécution de plusieurs tâches. Donc, qu'est-ce qu'elle va induire? Première des choses, de la polyvalence. Donc, une capacité multisecteur. Plusieurs tâches sont réalisées par la même personne parce que, imaginons que tu es polyvalent, tu connais un peu de statistiques, un peu d'économie, un peu de marketing, un peu de sciences commerciales, un peu de RH. Donc, tu as un profil assez diversifié. Tu peux occuper un poste dans lequel tu es polyvalent. Donc, tu es un peu touche à tout et opérationnel dans plusieurs cadres d'activité. Lorsque tu vas
avoir plusieurs tâches qui sont réalisées par toi tout seul, par la même tâche, tu es polyvalent. La variété de ce travail et la diversité de ces compétences-là vont sauvegarder la motivation et l'adaptabilité. Et ça enlève l'ennui, je peux vous le garantir. Parce que chaque jour, il y aura un challenge nouveau et vous êtes sur plusieurs terrains. C'est magnifique. Le produit fini, une série d'actions concourant à une réalisation qui est claire. Donc là, c'est clair et net, nous concourons, nous déployons nos efforts, nous collaborons ensemble pour arriver à cette série d'actions. Et l'initiative va se proposer, être une force de proposition, parce que justement, le contrôle ne porte pas, dans un premier temps, sur la bonne exécution de chaque tâche, mais sur la réalisation finale. On ne voit pas en fait ce qui est derrière les coulisses, ni la cuisine interne des choses, mais on voit beaucoup plus la finalité, le produit final, le livrable. Donc, je vais m'arrêter là et je laisse le concept d'objectif pour la séance prochaine. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous rencontre très bientôt. D'accord? Voilà, prenez soin de vous et à très très bientôt.